nous suivons, les services suivent ceux qui peuvent présenter un danger pour la sûreté de l'État. Et si un service de police estime qu'une personne peut présenter un tel risque, il émet ce que l'on appelle une fiche S, S comme sûreté de l'État. Il n'y a quasiment pas en Nouvelle-Calédonie de fiche S. Quasiment pas, ça veut dire qu'il y en a quand même. Les quelques cas qu'il a pu y avoir, dont je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elles soient toujours valides, sont des cas qui concernent des personnes qui avaient rencontré d'autres personnes qui étaient dans des réseaux relationnels ailleurs que sur le territoire et dont les profils, après investigation, ne faisaient apparaître aucune dangerosité en Nouvelle-Calédonie. Alors on sait qu'il y a des radicaux en Australie. Il y a plus récemment l'implantation d'une mosquée avec la venue de personnes d'Arabie Saoudite à Port Vila. Est-ce que la surveillance du territoire, ici, de notre territoire, est constante? Est-ce que nos frontières sont étanches en cas de risque? Et dans la période de risque qu'on traverse. La géographie donne à la Nouvelle-Calédonie une protection de ses frontières qui est sans égale par rapport à des pays qui ont des frontières terrestres ou à des pays qui sont comme Mayotte à proximité par la mer d'autres pays. Donc en Nouvelle-Calédonie, on peut considérer qu'on est sans doute dans un des endroits du territoire national où les frontières peuvent être le plus contrôlées. Et bien entendu, vous le savez, les services de la police aux frontières vérifient l'identité de ceux qui viennent en Nouvelle-Calédonie, sont en capacité de le vérifier. Et nous avons à Nouméa un poste de la Direction générale de la sécurité intérieure qui exerce ses missions sous l'autorité de sa direction parisienne et du haut-commissaire, comme partout sur le territoire national. Donc les dispositifs sont en place et il n'y a pas de risque particulier, vous le savez bien, en Nouvelle-Calédonie. Alors on va parler maintenant de l'actualité locale, plusieurs thèmes qui concernent l'État. D'abord, les contrats de développement. Alors on a entendu la colère des groupes du Congrès sur les retards de paiement. 10 milliards de francs manquent, semble-t-il, c'est ce que disait le président du gouvernement. Qu'est-ce que l'État peut répondre à ça? Quelle solution, quelle réponse apporter? Je n'ai pas compris ni le moment ni la forme qui a été choisie pour cette interpellation de l'État, puisque nous étions en train de travailler, de mettre les choses en corrélation avec le gouvernement et que j'avais transmis des chiffres et des réponses sur un certain nombre de ces points au moment où l'interpellation est venue. Les chiffres qui ont été présentés au Congrès datent d'il y a 3-4 mois à peu près. Depuis, j'ai reçu la tranche 2016 des contrats qui est de 6 milliards d'euros. Donc on ne parle plus d'une dizaine de milliards, mais de 3 milliards. Et vous le savez, ce sujet avait été évoqué. Il y avait déjà eu interpellation du Premier ministre lors de sa venue il y a quelques semaines, à la fin du mois d'avril, au début du mois de mai, en Nouvelle-Calédonie. Il avait annoncé à cette occasion-là un apport complémentaire de 850 millions d'euros, donc on ne parle même plus de 3 milliards, mais de 2 milliards 3. Et ces 2 milliards 3, à quoi correspondent-ils? Ils sont les opérations que nous ne pouvons pas financer avec les moyens disponibles en cette fin de contrat. Pourquoi? Parce que lors des contrats précédents, qui sont terminés en 2010, sur la période 2006-2010, il manquait 5 milliards d'euros, qui se comparent à ces 2 milliards 3. Et ces 5 milliards d'euros avaient fait l'objet, de manière consensuelle d'ailleurs, un accord entre l'État et les collectivités calédoniennes d'un financement sur le début de la tranche qui allait de 2007 à 2000, qui se termine en 2016 et qui a commencé donc il y a 6 ans, puisque cette tranche est de 6 ans. Il avait été choisi donc de prélever sur les dotations du début de ces contrats 1,7 milliard pour financer les queues d'opérations des opérations précédentes. Donc on est autour de 2,3 milliards. Je pense qu'il ne serait pas sage de recommencer ce qui avait été fait il y a 6 ans. Et donc avec les collectivités calédoniennes, nous allons voir comment basculer certaines opérations sur les contrats futurs ou renoncer à certaines autres. J'ai d'ailleurs été frappé de quelques inexactitudes, puisque je voyais dans la liste des opérations qui étaient présentées, des opérations auxquelles, en commun accord avec les collectivités, nous avons renoncé, comme le musée de la Nouvelle-Calédonie pour la Nouvelle-Calédonie, comme un dispensaire à Yaté pour... Cette agitation des élus Je crois qu'ils sont dans leur rôle. Les contrats vont être exécutés à 93%. C'est un niveau très haut si on se compare sur le terme national. Il
il est vrai que sur la somme contractualisée qui est nécessaire, qui serait de 43,3 milliards, on arrive à 40,2 milliards. On n'est pas très loin, me semble-t-il. Ils essaient d'obtenir ces 2 milliards et s'ils peuvent, dans la conjoncture politique et budgétaire nationale, les obtenir très bien. Sinon, je crois qu'ils auront été bien exécutés, et plutôt mieux exécutés que la plupart des contrats de plan État-région, je veux le dire, puisque j'avais un point d'observation qui me permettait de faire des comparaisons, plutôt mieux exécutés qu'ailleurs sur le plan national. Enfin, on parle de 3 milliards qui manqueraient pour les communes dans la délibération que le Congrès a votée. Moi, j'ai le total des expressions de besoins des communes qui est de 925 millions d'euros. Je ne comprends pas la différence entre ces 3 milliards et ces 925 millions d'euros. Tout ceci pour dire sans polémique que je suis à la disposition du président du gouvernement et des exécutifs des collectivités pour ajuster au mieux les moyens dont nous disposons, qui ont été renforcés par le Premier ministre, comme je l'ai rappelé. En ce qui concerne les transferts de compétences, on dit qu'il y a aussi là aussi un manque à gagner. Enfin, un manque à gagner. L'État n'a pas versé 600 millions de francs CFP pour compenser le transfert de la sécurité civile. C'est quelque chose dont vous avez été alerté, sur lequel vous avez été alerté également? Oui, c'est une question qui a quelques années, puisque ces 600 millions avaient été prévu et en vue de la création d'un établissement public d'incendie et de secours qui regroupait l'ensemble des collectivités de Nouvelle-Calédonie dans un établissement public. Cette formule n'a pas été retenue à l'époque et donc la somme qui aidait à mettre en place cet établissement public et à le lancer sur les rails n'est pas intervenue. Depuis, d'autres modalités ont été choisies. Les communes sont assez largement équipées. La Nouvelle-Calédonie a doté sa direction de la sécurité civile de moyens. Il faut donc voir à quoi seraient consacrés ces 600 millions et nous mettre d'accord sur ces moyens. J'ai reçu du gouvernement une proposition. Enfin, mon prédécesseur a reçu du gouvernement une proposition. Elle a été transmise à la Direction générale de la sécurité civile au ministère de l'Intérieur pour examen en année là. On va rester sur le chapitre économique. Pour sauver la SLN, l'État a choisi donc le plan B, sans plus s'appuyer sur les Calédoniens de la STCPI. Comment vous avez réagi à ce coup de théâtre ? Je voudrais d'ailleurs faire remarquer que les demandes budgétaires qui ont été formulées il y a quelques jours l'ont été le jour même où le conseil d'administration de la SLN a approuvé un prêt de l'État à la SLN pour sauver la SLN de 200 millions d'euros, donc de 24 milliards de francs CFP. On est sur d'autres ordres de grandeur et ça intervient en temps et en heure. Et l'État fait preuve de responsabilité et de maturité. Je pense que l'option qui avait été envisagée initialement, qui était de permettre à la STCPI d'accueillir ces fonds et de les prêter à la SLN, permettait à la STCPI de montrer qu'elle était un actionnaire majeur et qu'elle était en capacité d'exercer son rôle pour des raisons dont je comprends le sens politique, mais qui font que la STCPI a renoncé à jouer ce rôle-là du fait d'options politiques. Et c'est par l'acquisition d'une action de Nishin Steel que l'État a pu accorder directement ce prêt à la SLN. Oui. La STCPI n'aura pas joué son rôle d'actionnaire, on doit le constater. Est-ce que la crise du nickel dont on parle beaucoup et qui impacte la vie économique ici, est-ce que ça va, à votre avis, avoir une influence sur les discussions sur la sortie de l'accord ? Il n'y a pas de lien immédiat, me semble-t-il, entre la situation du nickel et le contenu politique de l'accord. Il n'y a pas en cause de discussion du type de celle du préalable minier. Il y a une dizaine d'années, au moment où l'accord de Nouméa a été discuté. Par contre, il est sûr que le nickel commande beaucoup de choses en Nouvelle-Calédonie. Il commande notamment le moral des investisseurs, le moral de ceux qui travaillent, vivent et se projettent dans l'avenir en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il serait préférable que les industries, c'est vrai pour la SLN, et le nécessaire a été fait pour qu'elle puisse affronter une conjoncture durablement basse jusqu'à fin 2018, au moins au début 2019, que pour KNS, que pour l'usine du Sud Vallée, également, elle puisse franchir cette période sans qu'il y ait trop d'impact en sous-traitance, en emploi sur
sur l'économie calédonienne. En ce qui concerne la sécurité maintenant, et la délinquance en particulier, quid de la mission de la gendarmerie, conjointe d'ailleurs, gendarmerie-police, qui avait été annoncée par le Premier ministre Manuel Valls quand il est venu? Alors elles ont eu lieu. Nous avons encore fourni cette semaine des chiffres que nous redemandaient ceux qui sont venus en mission, donc qui sont dans la phase de rédaction de leurs préconisations, qui seront examinées par le ministre de l'Intérieur et par la ministre de l'Outre-mer et mises en œuvre derrière. Il y a eu, vous le savez, une annonce d'un plan par ces deux ministres à la fin du mois de juin pour l'ensemble des collectivités d'outre-mer, pas exclusivement la Nouvelle-Calédonie, et les préconisations de la mission viendront appuyer la mise en œuvre de ce plan. En ce qui concerne la délinquance des mineurs, les problèmes du camp Est, on sait qu'au camp Est, il n'y a que 18 places pour les délinquants mineurs. Est-ce que c'est suffisant, connaissant l'état en plus de délabrement du camp Est? Alors, j'ai visité le camp Est il y a quelques jours dans mes visites d'arrivée. Un camp Est d'ailleurs profondément transformé par rapport à celui que j'avais connu il y a quelques années. L'établissement pour mineurs n'était pas plein. Hein. À ce moment-là, il n'est pas constamment saturé et les décisions des juges ne sont pas contraintes par les effectifs disponibles au camp Est. Mais c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie gagnerait à avoir un éventail plus large de solutions de placement. Il en existe, elles relèvent pour partie des provinces, pour partie de l'État, de solutions de placement ouvertes, semi-ouvertes, fermées, voire incarcération, ce qui est le cas pour le niveau le plus élevé, le camp Est. Vous savez qu'une discussion est en cours sur la création de ce qu'on appelle un centre éducatif fermé, c'est-à-dire un centre de haute sécurité et de fermeture. Je vais, avec l'autorité judiciaire et avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, essayer de voir quelles évolutions on impulse en complément de ce qui existe au camp Est. Thierry Lattasse, dernière question. Après les missions d'experts qui se sont succédées pour justement travailler sur l'avenir institutionnel, sur les valeurs, etc., est-ce qu'on en parle beaucoup quand ils sont là de ces experts et des travaux qui sont faits, mais quand ils sont plus là, est-ce que le travail se poursuit au commissariat? Alors, le but dans la phase actuelle n'est pas de faire travailler le Haut-Commissariat, ce qu'il fait toujours, je vous rassure. Vous êtes l'arbitre. Mais d'aider les Calédoniens à travailler, à produire quelquefois d'ailleurs des documents écrits, quelquefois au cours de rencontres qui ont lieu, puisque les experts essaient d'identifier dans cette année, dans les deux missions qui ont eu lieu et dans les deux qui restent à intervenir, essaient d'identifier ce qu'on appelle les convergences, c'est-à-dire les points sur lesquels, quelle que soit la réponse à la question du référendum de 2018, les Calédoniens se retrouvent. Est-ce qu'on garde des provinces? Est-ce qu'on garde des communes? Est-ce que le système fiscal reste celui qu'il est? C'est le thème de la gouvernance qui va être traité la semaine prochaine par Alain Chrisnart et Jean-François Merle qui reviennent. Entre le 25 et le 29 juillet. Les valeurs sur lesquelles beaucoup d'échanges ont eu lieu, sur lesquelles les partis ont fait un travail assez approfondi dans leurs instances et ont produit des documents écrits sur les valeurs et qui montrent une grande convergence à la fois dans les sources d'inspiration de ces valeurs, sources droits de l'homme de 1789, ceux de l'ONU, sources chrétiennes, sources océaniennes, et on trouve beaucoup de choses en commun sur ce plan-là. Ce sera un acquis pour l'après-référendum, quelle que soit la réponse au référendum, et si on trouve pas mal de convergences, ça éclairera quand même le lendemain d'un regard rassurant pour les populations.